Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion qui nous concerne absolument tous, le droit de propriété. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, au fond, d'être propriétaire? D'un point de vue juridique, bien sûr. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, posséder quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On a tous l'impression de savoir, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, dès qu'on creuse un peu, la réponse du droit est, beaucoup plus surprenante et riche qu'on ne l'imagine. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et voilà, le point de départ de tout, c'est ça, l'article 544 du Code civil. Ce qui est hyper important là-dedans, c'est l'expression « la manière la plus absolue ». Gardez-la bien en tête parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Un concept qu'on va non seulement explorer, mais qu'on va aussi un peu mettre à l'épreuve. Bon, voilà notre programme. On va d'abord définir la propriété, puis on verra ses trois piliers. On regardera comment on peut la diviser, ses limites parce que oui, il y en a, avant de passer à la protection des idées et enfin aux sanctions. Allez, on attaque. Ok, première chose, et c'est super important de bien faire la part des choses. Souvent, on a tendance à tout mélanger. Propriété, patrimoine, richesse. Mais en droit, attention, ce ne sont pas du tout les mêmes concepts. C'est essentiel de comprendre pourquoi. Alors voilà la différence. La propriété, c'est ce qu'on appelle un droit réel. En gros, c'est un lien direct, un pouvoir que l'on a sur un objet précis. Cette maison, cette voiture. C'est très ciblé. Le patrimoine, lui, c'est le tableau complet. C'est comme le bilan financier d'une personne. Il y a tout ce qu'on possède, l'actif, mais aussi toutes nos dettes, le passif. C'est une vue à 360 degrés. Donc, pour résumer, le patrimoine, c'est une balance avec deux plateaux. D'un côté, l'actif, nos biens, et de l'autre, le passif, nos dettes. Et le droit de propriété, où est-ce qu'il se situe? Il est bien calé dans le plateau de l'actif. C'est une grosse pièce du puzzle, c'est sûr, mais ça reste une pièce parmi d'autres. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le vif du sujet, le cœur de la machine. Le droit de propriété, en fait, c'est un package de 3 super pouvoirs. Et ces pouvoirs, ils ont des noms un peu barbares en latin, usus, fructus et abusus. On va voir ce que ça cache. Voilà donc nos 3 fameux piliers. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle la pleine propriété. Mais chacun a un rôle bien précis. Alors, décortiquons ça tranquillement, un par un. Alors pour faire simple, l'usus, c'est le droit de se servir du bien. Par exemple, habiter sa maison. Facile. Le fructus, c'est le droit d'en récolter les fruits. L'exemple typique, c'est encaisser les loyers d'un appartement. Et enfin l'abusus, ça c'est le pouvoir ultime, celui de faire ce qu'on veut du bien, le vendre, le donner, ou même, le détruire. Quand on a ces 3-là, on a la totale, la pleine propriété. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce package de 3 pouvoirs, on peut le casser en morceaux. Et oui, la loi permet de distribuer ces pouvoirs à des personnes différentes. Ça porte un nom un peu technique, c'est le démembrement de propriété. Le démembrement, c'est exactement ça. C'est l'opération qui sépare la propriété en 2 blocs. D'un côté, on met l'usage et les revenus, l'usus et le fructus, et de l'autre, on isole le pouvoir de disposer du bien, l'abusus. Et ça crée 2 nouveaux rôles. La personne qui garde l'abusus, on l'appelle le nu propriétaire. Nu parce qu'il a une propriété dépouillée du reste. Et la personne qui récupère l'usus et le fructus, c'est l'usufruitier. Donc au final, on se retrouve avec un seul bien, mais 2 personnes qui ont des droits différents dessus. Ok, prenons un exemple concret. Imaginez Sylvie qui est usufruitière d'une maison et Yann qui en est le nu propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Sylvie a le droit de vivre dans la maison ou, si elle préfère, de la louer et de garder les loyers pour elle. C'est son droit. Par contre, Yann, lui, ne peut rien faire de tout ça. Il ne peut pas y habiter, il ne touche pas les loyers. Son seul pouvoir, c'est de vendre. Mais attention, il ne vend que son droit, la nue propriété. Et il sait qu'un jour, quand l'usufruit de Sylvie prendra fin, souvent à son décès, il récupérera enfin la pleine propriété. Bon, on a bien exploré les pouvoirs du propriétaire, mais souvenons-nous du début, de ce fameux mot « absolu ». L'article 544 disait bien « absolu », mais il y avait une petite phrase juste après « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Et cette petite phrase, en fait, elle change absolument tout. Ça veut dire que ce droit, si absolu soit-il, a des limites. Prenons l'exemple de Gérard. Il a un super jardin avec de beaux arbres. Ses voisins, ils adorent la vue que ça leur offre. Sauf que Gérard est propriétaire. Son droit est absolu, donc s'il a envie de tout raser demain matin, en théorie, rien ne l'en empêche. C'est son jardin, après tout. Logique, non? Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce qu'on peut réellement faire n'importe quoi chez soi, même si ça nuit aux autres? La réponse de la justice est très claire. Non. Et c'est là qu'entre en jeu une théorie super importante, celle des troubles anormaux du voisinage. En gros, les tribunaux disent « Ok, on a le droit de jouir de son bien, mais ça s'arrête là où ça commence à empiéter de manière excessive sur le droit des autres. » Un trouble anormal, c'est un dérangement qui va au-delà des petits inconvénients normaux de la vie en communauté. Pensez à du bruit constant ou à une construction qui plonge le voisin dans le noir. Pour que ça marche en justice, il faut 3 choses.
un dommage, prouver que le trouble est bien anormal et un lien direct de cause à effet. Jusqu'à maintenant, on a parlé de choses qu'on peut toucher, du concret, une maison, un jardin. Mais le droit de propriété ne s'arrête pas là. Il protège aussi ce qui est immatériel, ce qui sort de notre esprit. Une invention, une marque, une chanson, c'est le monde passionnant de la propriété intellectuelle. En gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, la propriété industrielle, ça concerne les inventions avec les brevets, les logos avec les marques. Pour être protégé, il faut faire une démarche, un dépôt officiel. De l'autre côté, la propriété littéraire et artistique, qu'on appelle plus couramment le droit d'auteur. Et là, c'est presque magique, pas besoin de dépôt. La protection naît au moment même où l'œuvre est créée. Un livre, une musique, c'est protégé dès la première note. Bien sûr, les durées de protection sont aussi très différentes entre les deux. Qui dit droit, dit protection. Et quand on viole ces droits de propriété intellectuelle, ça a un nom, la contrefaçon. C'est vraiment le cauchemar de tous ceux qui créent et qui innovent. La contrefaçon, c'est tout simple. C'est utiliser ou copier une œuvre ou une invention protégée sans avoir l'autorisation de son propriétaire. Ça va du faux sac de luxe au téléchargement illégal d'un film en passant par la copie d'une machine brevetée. Dans tous les cas, on viole le droit exclusif du créateur. Alors, si on est victime de contrefaçon, que peut-on faire ? On peut aller en justice pour demander principalement deux choses. La première, c'est l'arrêt immédiat de l'activité, stopper l'hémorragie en quelque sorte. La deuxième, c'est d'être indemnisé, obtenir des dommages et intérêts pour compenser la perte financière et le tort moral. Et voilà, on a fait le tour. On voit que le droit de propriété est partout, qu'il s'agisse de la terre sous nos pieds ou des idées dans notre tête. Et ça nous laisse avec une question pour la route. À notre époque, à l'heure du tout numérique, quel est finalement notre bien le plus précieux ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher ? Ou est-ce que c'est une création de l'esprit ? Je vous laisse réfléchir à ça. Merci d'avoir été là.